Le 19 septembre, Paris est encerclé et le gouvernement piégé dans la capitale ne tarde pas à être affamé. Des négociations sont entamées avec l'assaillant, mais Bismarck pose de telles conditions que la guerre continue. Cependant, cela signifiait aussi l'impossibilité d'organiser les élections prévues. Devant les risques de désunion du pays, Gambetta quitte Paris le 7 octobre en ballon pour s'installer à Tours. Oui, quand Tours devient capitale, c'est toujours mauvais signe. On verra ça en 1940. À partir de Tours, donc, s'engage la défense du territoire. Il parvient à reconstituer une armée, acheter des armes aux États-Unis et fixe comme objectif la délivrance de Paris. L'armée française réussit à rétablir une ligne de défense sur la Loire, mais à Metz, fin octobre, le général Bazaine décide la capitulation de son armée et livre la ville aux Allemands. C'est une véritable trahison, le coup est dur pour Gambetta qui dénonce la trahison du général et cela provoque à Paris des manifestations de la gauche révolutionnaire au cri de « Vive la Commune », « Vive la Révolution ». Blanqui et d'autres révolutionnaires, comme Louise Michel, entraînent les Parisiens à se soulever dans une dimension à la fois révolutionnaire, socialiste, mais aussi patriotique. L'armée de civils, organisée par Gambetta, malgré une victoire à Orléans, ne parvient pas à forcer les lignes allemandes pour marcher sur Paris. Et Gambetta est contraint d'abandonner Tours, puis Bordeaux. Critiqués de toutes parts, les républicains se divisent et le camp monarchiste, favorable à la paix avec l'Allemagne, gagne des points. Les élections ont finalement lieu le 8 février 1871. La victoire monarchiste est incontestable et même écrasante. Les monarchistes sont réunis sous la même bannière, même si les oppositions restent franches entre elles sur la nature du régime à installer. Monarchie constitutionnelle ou monarchie absolue? Retour à l'ancien régime ou tenir compte d'un certain nombre d'héritages de la Révolution française, notamment sur les libertés fondamentales et l'égalité civile. Cependant, la défaite des Républicains n'est pas totale, puisque les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, ont majoritairement voté républicain. On voit donc là s'établir deux France en fonction d'évolutions sociales et psychologiques différentes. Les campagnes sont toujours tenues par des élites conservatrices, alors que l'évolution sociale consacrée dans les villes par le phénomène industriel produit ses effets, libère l'individu et favorise l'émergence de mouvements révolutionnaires et progressistes. Il faut donc imaginer une très grande division de la France à l'issue de ces élections, et dans les jours qui suivent, à Bordeaux, Thiers est désigné chef du pouvoir exécutif de la République française, à la quasi-unanimité des députés. Thiers est l'homme de la situation pour les modérés des deux camps. Il est monarchiste, orléaniste et libéral. Partisan de l'ordre et âgé de 74 ans, donc il n'a pas d'ambition en termes personnels. Il présente toutes les garanties de modération et d'expérience pour ceux qui veulent négocier une paix rapide et rétablir l'ordre dans le pays. Il compose un gouvernement mixte, unissant républicains et monarchistes modérés. Il engage immédiatement des négociations avec l'Allemagne. Celle-ci débouche le 26 février sur une convention prévoyant la cession de l'Alsace et de la Moselle, un paiement d'une énorme indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. Malgré les vives protestations des députés de ces trois départements, le texte est ratifié par l'Assemblée nationale. De nombreux députés républicains choqués démissionnent alors. Gambetta se retire en Espagne, se sentant trahi. L'Assemblée en profite pour voter l'installation de son siège et de son gouvernement à Versailles. Quel symbole! Le retour à la monarchie n'est pas loin. Les troupes allemandes sont autorisées à défiler sur les Champs-Élysées. C'est l'humiliation de la France qui voulait résister jusque-là. La scission entre les deux France se renforce. La population parisienne, déjà bouleversée par la défaite, les conséquences du siège, interprète ces mesures comme une véritable vexation. Le 9 mars, un gouvernement aggrave son cas devant les Parisiens en condamnant à mort Louis Blanqui et Flourens, qui avaient conduit l'émeute du 31 octobre et avaient crié « Vive la Commune ». Ils interdisent les journaux révolutionnaires comme le Cri du Peuple de Jules Vallès. Enfin, les nominations de bonapartistes au poste de préfet de police et de gouverneur, ainsi qu'une loi votée le 10 mars exigeant le remboursement des dettes commerciales, achèvent de provoquer la rupture entre les Parisiens et le gouvernement. Celui-ci prend la forme d'un contre-pouvoir qui s'incarne dans la fédération des bataillons de la Garde nationale, proclamant le refus de la défaite et de reconnaître les chefs nommés par le gouvernement. Cette milice bourgeoise, à l'origine
à l'origine né en 1789, avait joué un grand rôle pendant les événements révolutionnaires de 1789-1794, puis de nouveau en 1848. On voit donc que la Commune de Paris, républicaine et socialiste, se dote d'une véritable contre-armée. Élisant ses officiers et acteurs politiques de premier plan, la garde nationale est l'outil d'une revanche contre un gouvernement honni. Le 15 mars, la Fédération de la Garde nationale se dote d'un comité central élu dans les arrondissements de Paris. Celui-ci est composé surtout de petits artisans, petits commerçants, qui ont pour objectif que la République soit véritablement proclamée. Elle refuse la défaite, demande plus de justice sociale et le respect des libertés fondamentales. Ce programme est loin d'être révolutionnaire en soi, et ceux qui portent ce programme sont plutôt des petits patrons que des ouvriers.